Commençons maintenant un nouveau chapitre qui concerne le diagramme de séquence. Donc, ce chapitre, il a pour objectif de vous faire découvrir comment UML il représente les interactions entre les objets. Au chapitre, les concepts de l'approche par objet nous a permis de voir comment le système il est constitué, que font les acteurs à l'intérieur du système, et non, on va voir comment les différents objets interagissent au niveau de ce système. Alors, la réponse à laquelle répond le diagramme de séquence est le comment. Donc, le diagramme de séquence, il décrit la dynamique du système, à moins de modéliser un très petit système, mais il est difficile de représenter toute la dynamique d'un système sur un seul diagramme. Donc, ça se fait sur plusieurs diagrammes. Aussi, la dynamique globale sera représentée par un ensemble de diagrammes de séquence, chacun étant généralement lié à une sous-fonction du système ou bien à un cas d'utilisation. Et nous allons étudier les caches d'interaction qui facilitent cette possibilité de représentation. Un diagramme de séquence décrit donc les interactions entre un groupe d'objets en montrant de façon séquentielle les envois de messages qui interviennent entre les objets. Et le diagramme peut également montrer les transmissions de données échangées lors de ces envois. Donc, soit entre objet-objet, soit entre objet-acteur, soit entre acteur et IHE. Un diagramme de cas d'utilisation, il est implémenté à partir d'un cas d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation, on peut construire au moins un diagramme de cas d'utilisation. Par exemple, on a ici un responsable de vente qui change le prix de l'article. Alors, le diagramme de séquence correspondant, on va représenter le responsable de vente. On va représenter le système, donc page administration de l'article, et on va représenter l'article comme étant la classe qui est à l'intérieur du diagramme de classe du système. Donc, ce qui est nouveau pour vous, c'est cette page admin article. Donc là, on pouvait écrire uniquement système, mais avec la multiplication la multiplicité des diagrammes de séquence, on va revoir à chaque fois qu'on a une interface avec le système, on va voir soit système, soit IHM, de préférence. On spécifie les pages ou bien les gestions, et donc je dis page admin article. Donc, comme vous voyez, sur les flèches, il y a les méthodes. Il y a une méthode changer prix et il y a la méthode set prix avec un commentaire de P1 float. Donc, ce diagramme de séquence, il nécessite un cas d'utilisation comme point de départ et des opérations qui sont nécessaires, bien existantes au niveau d'un diagramme de classe, à savoir la méthode setPrix. Donc, chacun de ces deux acteurs, chaque acteur, il est représenté par ce qu'on appelle une ligne de vie. On a une ligne de vie pour l'acteur, on a une ligne de vie pour la page ou le système, et on a une ligne de vie pour la classe article. Donc, une ligne de vie représente un participant à une interaction. Ça peut être un objet, ça peut être un acteur. Donc, comment elle est écrite? Donc, on met une étiquette en dessus de la ligne de vie. Cette étiquette, il est fait de deux parties. Le nom de la ligne de vie, le secteur, la classe. Bien sûr, s'il y a une classe qui correspond à cet acteur. Dans le cas d'une collection de participants, un sélecteur permet de choisir un parmi n. Donc, par exemple, on va mettre objet entre parenthèses 2. Donc ça, si on a une participation multiple. Si on a une participation simple, on va avoir le nom de la ligne de points, le type. Il y a sur la ligne de vie, on représente donc la ligne de vie, c'est ces pointillés qui sont là. Donc ce rectangle, ça s'appelle une activité. Donc l'activité, il a une émission d'un message et la réception d'un message. C'est le bout de la flèche. Donc, le début de la flèche, la fin de la flèche, ça montre le sens d'émission de message. Ça, c'est le début, la mission, et ça, c'est la réception. Et
du haut en bas, c'est le sens du temps. C'est-à-dire, ce qui se passe en premier, c'est ce message qui est envoyé au premier. Et puis, en pointillé ici, on a la réponse à ce message. Et tout ça se passe à l'intérieur d'une même activité. Donc, ça signifie que ces deux acteurs, ils peuvent effectuer une autre activité. Une fois cette activité finie, on peut démarrer une autre activité. Donc, toute activité, il est représentée avec un rectangle. Parlons des messages. Maintenant qu'on sait comment représenter le diagramme de séquence, donc allons parler des messages. Donc, on a dit que le diagramme de classe, c'est une étiquette avec le nom de l'acteur et deux points, la classe à laquelle il appartient. Souvent, vous allez trouver l'étiquette qui commence directement avec les deux points et le type. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas pertinent de parler d'un responsable de vente bien particulier, à moins qu'on va mettre le nom de la personne. Hein. Donc, c'est Ahmed, le responsable de vente. Il va faire ceci. Page admin article. Donc là, on va représenter uniquement la classe de l'acteur. Et aussi ici, pour l'article, on pouvait ne pas mettre le petit a. S'il s'agit d'un article bien déterminé, on peut mettre le a. Donc là, c'est la dualité objet-classe. Donc c'est l'article A de type article. Vous pouvez mettre une page P de type page admin article. Et puis, on peut mettre le Ahmed, le responsable de vente. Mais un diagramme de séquence ne rentre pas beaucoup dans ces détails. Donc, c'est possible de le faire si vous avez un article bien particulier ou bien une opération bien particulière. Mais dans le cas général, commencez-le avec des points et mettez ici responsable de vente, 2 points, page admin article, 2 points, article. Et puis, représentez vos activités et puis représentez vos messages. Alors, les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie, présentés dans un ordre chronologique. Rappelez-vous du sens de temps. Le sens de temps, il est de haut vers le bas. Donc, les activités et les messages, ils sont temporairement successives les uns après les autres en passant du haut en bas. Donc, plus on descend en bas, plus on est récent. Plus on remonte en haut, plus on est ancien. C'est au démarrage de la séquence, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un message définit une communication particulière entre des lignes de vie. Donc, les lignes de vie, soit des acteurs ou bien des objets. On a vu que la ligne de vie peut être l'acteur, qu'on a fait dans notre diagramme des cas d'utilisation, une classe, parmi les classes ou plusieurs classes qu'on avait dans notre diagramme de classe et qui représentent l'intérieur du système, et puis l'interface aux machines qui est l'interface l'IHM entre l'acteur qui existait dans le diagramme de d'utilisation et la classe qui existait dans le diagramme de classe. Plusieurs types de messages existent, dans les plus courants sont l'envoi de signal, et on va les voir un à un, l'invocation d'une opération appel de méthode, la création ou la destruction d'un objet. À la réception des messages, on a une période d'activité qui est marquée. Donc, la réception des messages, il provoque une période d'activité, c'est le rectangle, marquant le traitement de message, le temps durant lequel ce message a été traité. Alors, des spécifications d'exécution dans le cas d'un appel à méthode. Les principaux types de messages, d'abord, il faut différencier un message synchrone d'un message asynchrone. Donc, un message synchrone, c'est un message qui bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. C'est le cas si on faisait le live ensemble. Donc, vous allez être bloqué pendant tout le temps que je faisais mes enregistrements ou bien je vous présente le cours. Jusqu'au moment où je finis mon message, vous pouvez pouvoir échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est un message qui est synchrone. Et dans ce cas-là, vous allez le représenter de mon côté vers votre côté avec une flèche qui est pleine. Dans le cas échéant qui est un message asynchrone, et c'est le cas lorsque j'enregistre des vidéos et je suis en chat live avec vous, et dans ce cas-là, on envoie un message qui est asynchrone. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en train de faire autre chose et moi, en même temps, je vous envoie ce message et vous allez interagir lorsque vous le voulez. Donc, un message synchrone, il bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire.
Le flux de contrôle passe de l'émetteur au récepteur. Typiquement, c'est un appel de méthode. Si un objet A invoque une méthode d'un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pas terminé. Donc, on peut associer au message d'appel de méthode un message de retour en pointillé. Chaque fois qu'on a un message synchrone, comme c'est le cas dans nos exemples ici, on a un message qui est synchrone. Ça signifie que la page d'admin, il est resté ouverte pour le responsable de vente jusqu'à ce que... Et le responsable de vente, il est bloqué pour ce message jusqu'à ce qu'il reçoive la réception, la notification de modification d'article au niveau à partir de la page d'admin. Donc ça, c'est un message qui est synchrone. Remarquez, il est représenté en flèche pleine et il a un retour en flèche en pointillé. Un message asynchrone, quant à lui, il n'est pas bloquant pour l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou bien ignoré. Typiquement, c'est un envoi de signal. Il est représenté avec une flèche en ligne continue, mais ce n'est pas une flèche pleine, c'est une flèche simple ou bien flèche ouverte. Alors, les messages synchrones, ils correspondent à des opérations dans le diagramme des classes. Et c'est le cas le plus récurrent que vous allez retrouver dans vos diagrammes de séquence. Donc, envoyer un message et attendre la réponse pour poursuivre son activité revient à invoquer ou bien à appeler une méthode et attendre le return de cette méthode pour pouvoir continuer les autres traitements. On a par exemple ici la classe A, la classe B et la classe C qui correspond à ce diagramme de classe. Et donc, on a l'opération OP1 qui permet d'envoyer un message synchrone de A vers B. Et puis, l'opération 2 qui permet d'envoyer un message synchrone de B vers C. Et puis, la méthode OP3 qui envoie un message synchrone de B vers C. Il faut faire attention à une chose, c'est que cette méthode qui est sur la flèche, il appartient à la classe d'arrivée du message. Ce n'est pas à la classe de départ. Donc, si on part de B vers le C, et donc la méthode OP2 d'argument P, obligatoirement, c'est une méthode de la classe C. La méthode OP3, obligatoirement, c'est une méthode de la classe C. Par contre, la méthode OP1, c'est une méthode de la classe B. Prenons cet exemple et regardons son implémentation. Et donc, dans son implémentation en Java, on voit que à l'intérieur de la classe B, il y a l'appel à la méthode OP1, bien sûr, qui est une méthode de la classe B. Cette méthode OP1, à son tour, il appelle les méthodes OP2 et OP3. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la ligne de vie, à l'intérieur de la même activité de la classe B, donc dans laquelle la méthode OP1 a été évoquée, on a évoqué la méthode OP2 et on a évoqué la méthode OP3. Donc forcément, dans l'implémentation, il y aurait la méthode OP2 et OP3. Cette implémentation vous permet de comprendre la logique avec laquelle ces différentes lignes de vie communiquent les unes avec les autres. Donc, une fois on représente ceci, on comprend que la méthode OP1, il va faire appel successivement d'abord à la méthode OP1, OP2 et ensuite à la méthode OP3 pour pouvoir réaliser cette activité qui a été déclenchée par la ligne de vie A vers la ligne de vie C et revenir. Passons maintenant au deuxième type qui est les messages asynchrones. Donc, on a dit qu'un message asynchrone, il correspond à un signal. Et un signal n'est pas forcément une méthode, une opération au niveau d'une autre classe. Donc, c'est des signaux dans le diagramme de classe. Donc, dans le diagramme de classe, on peut aussi avoir des signaux. Et les signaux sont des objets dont la classe est stéréotypée signal et dont les attributs porteurs d'informations correspondent aux paramètres de message. Donc, on a un message à envoyer et on a des paramètres de message à échanger. Souvent, vous le comprenez à partir de votre cahier des charges. Vous allez comprendre que la ligne de vie A, il va envoyer un message à la ligne de vie B et ce message, il a des paramètres P1 et P2.
Il y a aussi d'autres types de messages, à savoir un message qui crée un objet et il y a un message qui détruit un objet. Donc, création et destruction de lignes de vie. C'est-à-dire que les deux lignes de vie ne sont pas démarrées en même temps. Donc, la première ligne de vie, il fait en sorte que la nouvelle ligne de vie est créée. Par exemple, si on a un objet, une ligne de vie responsable de vente, il n'est pas, par exemple, sur la page création, comme c'est le cas ici. Il n'est pas dans la page administration de l'article, mais il est plutôt dans la page création de l'article. Au cas où on est dans la page création de l'article, la ligne de vie article n'existait pas avant l'utilisation de la méthode créer article ou cet article. Et dans ce cas-là, on va avoir une création à ce moment-là. Ensuite, on a la destruction. Donc, la destruction d'un objet est l'inverse. Donc, au moment où on lance cette méthode, on est en train de détruire un objet. Donc, si on est, par exemple, le responsable de vente, il est sur la page « Supprimer un article ». Et donc, au moment où il clique sur le bouton « Supprimer l'article », qu'est-ce qui va se passer? On va automatiquement supprimer la ligne de vie de l'article. Il y a aussi un autre type de messages qui sont les messages complets, les messages perdus et les messages trouvés. Donc, quelle différence y a-t-il entre ces trois types de messages? Un message qui est complet est tel que les événements d'envoi et de réception, ils sont connus. C'est les types de messages qu'on a vus dans le diagramme de séquence depuis sa première présentation. Donc, on a une lignée de départ, et on a une ligne de vie d'arrivée, et le message, c'est un message qui est un message complet. Donc, il est représenté avec une flèche partant d'une ligne de vie, arrivant à une autre ligne de vie. Un message perdu, quant à lui, alors, est tel que l'événement d'envoi, il est connu, mais on n'a pas d'événement de réception. Donc, si on a, par exemple, le responsable de vente qui cherche un article, et il ne trouve pas d'article. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, s'il ne trouve pas d'article, on peut faire ou bien on voit le plus souvent ces messages perdus et les messages trouvés, ils sont utilisés dans les cas des alertes et des signaux pour des messages qui sont donc on envoie un message, mais on ne garantit pas la réception, on n'est pas sûr de la réception. Donc la flèche part d'une ligne de vie, mais il arrive sur un cercle indépendant marquant la méconnaissance du destinataire. Ça, on peut l'utiliser si on envoie un message, par exemple, multi-utilisateur. Il cherche, comme j'ai dit, il cherche un article auprès de l'équipe de production. Donc, il va lancer la recherche d'articles. Je cherche un article avec les caractéristiques telles et telles et telles et telles. Il va l'envoyer à l'ensemble des responsables. Et si on ne connaît pas s'il y a quelqu'un qui l'a répondu ou non, dans ce cas-là, on va le représenter avec une flèche pleine qui arrive sur une réception en point, en cercle, montrant qu'on a une méconnaissance du destinataire. Un message trouvé, quant à lui, c'est un message qui provient de nulle part, c'est-à-dire l'émission qui n'est pas connue, la ligne d'émission n'est pas connue. Par exemple, il y avait quelqu'un qui a crié à l'extérieur et puis à partir de ce message qui a été, où il y a cette alerte, les gens, ils commencent à faire des traitements, ils commencent à s'enfuir par exemple. Et dans ce cas-là, une personne, il s'est enfui, mais d'où vient cette alerte pour s'enfuir du danger? Donc, il vient de nulle part, il vient de quelque chose, d'un événement de mission qui n'est pas connu. Alors, la syntaxe du message, il est représenté par le nom du signal ou l'opération entre parenthèses des paramètres. La syntaxe des arguments, elle est comme on l'a vu dans le cas des diagrammes précédents. Donc, on a deux diagrammes de classe éventuellement. On a le nom de paramètre et on a la valeur de paramètre si elle existe. Et puis, pour un argument qui est modifiable, on peut mettre donc la valeur ou bien on peut mettre juste le type. Exemple, on peut par exemple, voilà des exemples de messages, appeler, donc avec deux arguments qui sont connus, afficher avec XY qui ne sont pas connus, initialiser avec une valeur qui existe, ou bien f de x de point 12, donc c'est un argument qui est modifiable. On va modifier la valeur de x pour la mettre à 12. Alors, pour le message synchrone, on a dit qu'il a obligatoirement un message de retour, donc un message
de retour qui rend la main à l'émetteur du message en lui envoyant ce message de retour. Donc, les messages de retour sont optionnels. Vous pouvez les représenter comme... vous pouvez ne pas les représenter, mais moi, j'ai dit obligatoirement parce que tâchez à les représenter parce que ça va vous permettre de les différencier des messages asynchrones, mais ça aussi, ça va rendre votre vision claire par rapport aux échanges existants entre les différents acteurs de votre article. Donc, le message de retour, c'est la fin de période d'activité marquant la fin de l'exécution d'une méthode. Donc là, par exemple, entre le panier et l'article dans le cas d'un achat en ligne, je fais getPrix comme étant une opération de message synchrone. Le retour, qu'est-ce que je fais? Je définis une variable P et je mets P égale à getPrix, c'est-à-dire que j'ai geté, j'ai reçu le prix de l'article et je l'ai stocké dans une variable que je vais donner à la ligne de vie panier ou bien à la classe panier. Ils sont utilisés pour spécifier le résultat de la méthode invoquée. Le retour de message asynchrone s'effectue par l'envoi de nouveaux messages asynchrones. Un message asynchrone, donc on n'a pas de message de retour en pointillé, mais on a d'autres messages asynchrones qui s'envoient vers soit le même ligne de vie ou bien vers d'autres lignes de vie dans le cadre d'une autre activité ou parfois dans le cadre de la même activité. Pour les messages de retour, ils sont exprimés donc à, comme je viens de le dire, une variable qu'on appelle un attribut cible égale le nom de l'opération avec ses paramètres et la valeur de retour s'il y en a, comme on l'a vu ici sur cet exemple.